Le trio Carlo Van Nest est composé de 3 musiciens de classe internationale. Fondé en 2005, il se compose aujourd'hui de Karine Lechner au piano, de Maya Lévy au violon et d'Alexandre Debru au violoncelle. Venez avec moi, nous partons au bar de l'hôtel Hilton à Bruxelles pour les rencontrer. Et la première question, c'est à Alexandre Debru que je l'ai posée. Il nous explique la différence entre un violon et un violoncelle. Les violoncellistes ont beaucoup plus de talent que les violonistes. Non, c'est pas... non. La grosse différence, c'est la taille et le son, bien sûr. C'est-à-dire que le violoncelle est un instrument qui se tient déjà différemment entre les jambes et déposé sur le cœur au niveau de la poitrine, tandis que le violon, lui, est tenu au menton, à la mentonnière. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça sur un violon. Est beaucoup plus petit et beaucoup plus aigu. Le violoncelle est bien sûr plus grand, donc plus grave. Vous jouez avec 2 violoncelles, le Pegasus qui était fabriqué à Liège en 1934, et puis Alexandre qui est le bruxellois en 2004. Quelle est la différence entre les deux ? Oh, beaucoup de choses, c'est-à-dire que le récent est donc celui qui s'appelle Alexandre, c'est le luthier bruxellois Jan Strik qui l'a fabriqué en 2004. J'avais reçu la bourse de la fondation belge à vocation, Vocatio à l'époque, pour fabriquer cet instrument. Et donc là, c'est un instrument fait avec un vieux bois, mais bien sûr très récent dans sa construction, avec bien sûr les petits secrets techniques de Jan Strik, tandis que mon instrument Jorgenberg, lui, est de 1934, fait d'un autre modèle. Le récent est fait avec un modèle Stradivarius, tandis que l'ancien, le plus ancien, donc le Jorgenberg, est un modèle d'instrument beaucoup plus large, un peu plus grand. Voilà, que le luthier Jorgenberg avait déterminé comme étant son modèle de violoncelle. Voilà, il avait fait des violons et des violoncelles, et donc voilà, c'est 2 modèles très différents, mais bon, de loin ça se ressemble, bien sûr. Alors, vous êtes un tiers du trio Carlo Van Nest. Qui est ce monsieur Van Nest ? C'était donc un grand concertiste belge, au violon bien entendu, mais également le représentant de l'école belge du violon, donc d'après-guerre, et qui est également le fondateur du trio Carlo Van Nest, d'après-guerre et d'avant-guerre aussi, qui était devenu par la suite trio Reine-Élisabeth de Belgique. La Reine-Élisabeth leur avait donné son nom au fur et à mesure de leur carrière. Et donc mon violoncelle, donc mon plus ancien, Jorgenberg, était donc le violoncelle qui était utilisé dans ce premier trio Carlo Van Nest. C'était le violoncelle d'Éric Felbusch, qui était le professeur de ma maman, qui est mon professeur. Voilà. C'est compliqué à expliquer à un micro, mais on arrive dans une filiation. Et donc quand on regarde les photos d'époque de ce trio, c'est donc mon instrument qui est dessus. Donc c'est vraiment une espèce de petite machine à remonter le temps qui crée le lien entre le trio de l'époque et le trio d'aujourd'hui. Il est né comment, ce trio? Comment sont ces 3 personnes qui le formaient au départ et qui le forment encore aujourd'hui, avec quelques différences? Il est né? Oh, comme tout groupe de musique de chambre à l'heure actuelle, on aime ses collègues, on les rencontre au fil de nos vies artistiques. On s'apprécie, on a souvent des coups de foudre, un peu comme dans une histoire d'amour, comme dans un couple, on rencontre quelqu'un avec lequel musicalement on se sent en connexion, et la magie d'un trio comme le nôtre, c'est avant tout une magie humaine, une histoire humaine, une rencontre, et on s'apprécie tellement qu'on a envie de marier nos carrières artistiques et de faire un bout de chemin ensemble le plus longtemps possible, comme dans un couple. Voilà. Quand vous parlez de musique de chambre, c'est-à-dire? C'est pas de la musique en chambre, hein. La musique de chambre, c'est donc il y a la musique soliste d'un instrumentiste purement solo, il y a la musique concertante, c'est-à-dire là le soliste est accompagné par un orchestre par exemple, et il y a la musique de chambre qui est un autre type de répertoire où les instrumentistes doivent fusionner quelque part ensemble, mettre leur personnalité et faire à chaque fois un pas vers l'autre pour qu'une personnalité devienne d'un seul individu, une personnalité commune à 3, à 4, à 5, à 2, parce que la musique de chambre est également duo. Donc voilà, c'est quelque part un mariage spirituel et musical et artistique qui doit se mettre ensemble pour que la musique de chambre soit vraiment cohérente. On peut faire de la musique de chambre avec des personnes parfois au cours de nos parcours avec lesquels on n'a pas forcément des atomes crochus. C'est un peu moins convaincant, mais ça peut être bien aussi. Mais je veux dire, quand on trouve vraiment ses collègues, ça peut être magique. On peut vraiment atteindre un niveau qui peut même dépasser de loin ce qu'on serait individuellement. Qu'est-ce qui distingue votre trio d'autres trios musicaux? J'ai de très très jolis partenaires.
Mais c'est très prétentieux de parler de ça, hein. Donc je ne sais pas, je crois que la différence pour nous, enfin avec d'autres groupes, c'est que c'est nous et que les autres sont eux. Voilà, on essaie de faire une musique qui nous ressemble. Donc je crois que c'est comme chaque personne, qu'elle soit connue ou pas connue, chaque personne qui marche dans la rue a son individualité. Et je pense voilà, que nous, on crée notre individualité à travers les œuvres dont on a la chance de pouvoir aborder la musique, que ce soit du Beethoven, du Dvorak, du Shostakovich, peu importe. Et trouver à travers ces grands maîtres de la composition qui nous ont amené des pages splendides, trouver à travers ces musiques une voix commune pour exprimer qui nous sommes à travers cette musique, grâce à cette musique, et pouvoir grandir individuellement et ensemble. Quand on lit votre site internet, vous dites que vous faites une relecture audacieuse et inventive des œuvres du répertoire pour trio à clavier. Relire une œuvre, est-ce que ce n'est pas un petit peu quelque chose qui peut choquer des oreilles un petit peu plus, je dirais, conservatrices ? Moi, j'ai entendu récemment une interview comme ça sur une grande radio belge d'un musicien baroque, je ne vais pas le citer, mais qui expliquait qu'il faut faire attention à l'ego des musiciens et que quelque part, la musique baroque permet justement cette recherche d'une authenticité dans la musique. Et je respecte tout ça, mais par contre, que chez certains solistes, l'ego est trop grand et qu'on pense trop à qui on est à travers la musique. Et moi, je trouve justement que c'est ça qui est formidable à travers la musique. C'est de pouvoir développer sa voix et avoir quelque chose justement à raconter sur soi-même en utilisant ces pages qui sont justement incroyables. Et je pense qu'on ne doit pas sous-estimer non plus l'importance d'un interprète. C'est-à-dire que la musique, ou n'importe quelle musique, aussi belle soit-elle, a besoin d'un interprète pour exister. Sinon, ça reste une page dans un tiroir. Et donc, on a ce devoir de recréer, de relire ces œuvres. Sinon, on écoute un disque et ça suffit. Pourquoi créer des nouvelles générations de musiciens si on ne peut pas apporter quelque chose de personnel ? Donc, je crois que c'est justement le mariage entre l'histoire de ces œuvres et les générations dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et l'ego n'a rien à voir là-dedans. Je crois que c'est justement la beauté de cette musique, c'est qu'elle permet, quelle que soit l'époque, de la lire avec le vécu d'aujourd'hui, d'hier et de demain. On peut dire que comme les anges, en fait, les instruments de musique n'ont pas de sexe. Par contre, le violon, je trouve qu'il est très féminin de par sa forme, mais aussi par son caractère, parce qu'il peut être à la fois doux et colérique, et il est indomptable aussi. Est-ce que vous arrivez à dompter votre violon, Maya ? Mais je dois avouer que mon violon représente quand même la masculinité pour moi. je ne vois pas mon violon comme un personnage féminin, mais plutôt masculin. C'est très bizarre. J'en avais parlé un jour avec mon pianiste aussi, qui voyait sa bête noire comme une femme. Bon, c'est très spécial à dire, mais c'est tout simplement l'instrument, un être avec qui on partage tant d'heures et tant de moments, et inévitablement on ne peut pas le voir comme juste un instrument. Moi, ça prend toute ma vie, depuis toujours, et je pense que c'est comme ça pour tous les musiciens. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'entre un musicien et son instrument, il y a une sorte de relation intime ? Oui, très intime. Moi, personnellement, je partage tout avec... On met tout à travers l'instrument et la musique que l'on donne, donc inévitablement, on fait passer chaque sentiment. Pour ma part, c'est comme ça, donc c'est très intime. Alors, comment ça se passe, votre rôle dans le trio Van Nest ? Est-ce que vous, par exemple, quand vous choisissez des œuvres à jouer, c'est quelque chose qui se choisit à trois, ou bien il y a juste Alexandre qui choisit l'œuvre et puis les deux suivent ? Moi, le boss. Je choisis les obéissants. C'est signé dans le contrat. Ils n'ont rien à dire. On n'a rien à dire. Juste jouer les bonnes notes, c'est tout. Non, quand même. On décide à trois. D'ailleurs, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé avec le trio Arens qui on avait... Non, Alexandre connaissait bien sûr d'avant. Toi, tu connaissais moins. On a écouté ça dans la voiture et on s'est dit, jouons ça. Absolument. Quand on se déplace, pour des voilà. Voilà, donc on s'est dit, à trois dans la voiture, on s'est dit, on va faire ça. Vous êtes chacune une personnalité différente. Est-ce que c'est facile de s'adapter aux deux autres membres du trio ? Absolument pas, ils sont insupportables. Profite-en, on va voir quand on sera à la maison.
Mais non, on s'adore et je pense qu'on a appris à se connaître. On a vraiment appris à se connaître au sein du trio. On n'était pas spécialement des connaissances ou des amitiés avant. Stop. Je connais Alexandre. Oui, non, je parle de moi, je vous connaissais pas, pardon. Alexandre et Karine se connaissaient depuis 25 ans, oui, ça on le sait. Mais moi, je les connaissais pas. Donc j'ai appris à les connaître et on s'adore. Enfin, moi, je les adore. Alors Karine, je vais me tourner vers vous. À 13 ans, si je suis bien renseigné, vous avez donné votre premier concert. Est-ce qu'à 13 ans, on a déjà une maîtrise assez bonne du piano que pour donner un concert? En fait, j'ai commencé à 5 ans à donner des concerts à la télévision en Amérique du Sud. Donc, je suis née en Argentine. Et mon premier concert avec orchestre, c'était à 11 ans. Et à partir de 12-13, j'habitais déjà l'Europe, à Londres. Et là, je faisais déjà des tournées. Voilà. Donc, je viens d'une famille de pianistes. Donc, pas jouer le piano, c'est pas concevable. Dans une famille où il y a plus de pianos que de meubles. Et donc, j'ai commencé à 4 ans. Mon frère a commencé à 2 ans et demi. Et donc, c'est très naturel de jouer au piano chez moi. C'est un pays de musiciens, l'Argentine. Quand on pense à l'Argentine, on pense au tango, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de talents en Argentine et au Venezuela, où j'ai vécu aussi pendant mon enfance. Il y a beaucoup de talents, c'est vrai. Le tango, j'en joue avec en trio aussi. On joue des tangos, on s'amuse beaucoup. Et je joue avec mon frère Sergio Tiempo aussi pas mal de tangos à 2 pianos. C'est considéré comme de la musique classique, le tango, ou bien c'est plus de la musique, musique du monde ou musique pop? Oui, pop non, mais oui, ça sort du classique quand même. Les compositeurs classiques ont écrit des tangos, beaucoup. Je voudrais qu'on parle un peu de votre discographie, puisque lorsqu'on regarde un peu vos sites internet et qu'on se renseigne un petit peu sur vous, on s'aperçoit qu'il y a une énorme discographie. Alors, Alexandre, vous pourriez par exemple d'abord nous parler de la discographie de votre trio, parce que peut-être ce week-end, nos auditeurs ont envie de passer chez leur disquaire et d'acheter quelques bonnes plaques de musique classique. Notre dernier CD en trio est l'intégrale des 2 trios de Félix Mendelssohn, qui est vraiment une musique extrêmement romantique, très bon public, pas du tout difficile d'approche. Et c'est vrai que oui, maintenant on travaille sur des prochains, sur de nouvelles idées. On ne peut pas encore en parler parce qu'on n'est pas encore tout à fait fixé. Mais c'est vrai que les disques en règle générale sont pour nous très importants parce que c'est aussi pouvoir accoucher comme ça sur une petite galette en plastique, une expérience de vie et puis une expérience aussi, un acquis de travail qu'on prend et dont on a besoin de temps en temps de se libérer comme finalement un écrivain qui va écrire quelque chose. Alors bien sûr on va me dire oui, mais un écrivain lui il va écrire son histoire. Ben, nous on essaye d'écrire un petit peu notre histoire, notre vécu à travers, encore une fois, ces pages de musique exceptionnelles que ces grands compositeurs nous ont mis à disposition. Et Karine, vous aussi vous avez des CD qu'on peut acquérir? Oui, moi j'ai enregistré pas mal de CD avec orchestre, en solo aussi, mais les acquérir, ça c'est une bonne question. Par Internet aussi. Choses, hein. La boîte à musique par exemple ici à Bruxelles, sur Internet, sur iTunes, sur Spotify. En règle générale, parce que notamment toi tu as les 2 concertos de Brahms, Maya a des disques également avec son duo, moi j'ai des disques aussi en soliste et autres. Tous ces disques, on peut aussi bien les acheter en physique, il suffit d'aller même à la FNAC, hein, je vous dirais, on les trouve, on sait les commander partout, finalement, où on vend du disque. Voilà. Mais si maintenant, comme là, la nouvelle génération aussi, parfois, on a l'impression que c'est déjà du domaine des dinosaures, les disques, on a Apple Music, on a Spotify, on a Amazon, enfin, on tape nos noms et tout est là. Je veux dire, c'est finalement très, très simple, aussi bien au nom du trio Carlo Van Est qu'à nos noms respectifs en tant que chambristes de nos côtés, ou en tant que soliste, voilà. C'est quelque chose d'obligatoire pour un musicien classique, absolument, d'être sur iTunes ou sur Apple Music, par exemple? C'est indispensable d'avoir quelque chose à présenter à la base. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu très facile d'enregistrer. La technologie est devenue très, très abordable à tous, finalement. Mais bon, en tout cas, dire qu'on peut faire sans, je ne sais pas comment. Moi, toute ma carrière jusqu'à présent, j'ai toujours eu besoin, on m'a toujours demandé, entre guillemets, de montrer patte blanche, c'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose à présenter? Après, quand on présente, on va dire, oui, ben, vous avez quelque chose comme tout le monde,
finalement. Mais si on n'a pas, c'est une catastrophe. Donc évidemment que c'est indispensable. Et puis nous, on en a besoin pour nous-mêmes, avant tout. Mais il faut être réaliste. Bien sûr que le monde, et le monde entre guillemets du business, si on peut parler encore de business en culture, néanmoins c'est quand même encore un business. Il y a encore des affaires là-dessus. L'argent existe pour tout. Pour l'art aussi, et donc tout ça est indispensable à l'heure actuelle encore, bien sûr. Alors Maya, on va se tourner vers vous. Votre dernier CD, on peut aussi l'acquérir à la FNAC ? Oui, bien évidemment, et partout, normalement, chez tous les disquaires possibles, normalement, oui. Vous nous donnez le titre ? C'est un CD qui est dédié aux complètes sonates de Grieg pour violon et piano. Voilà, une intégrale donc. Avec Mathieu Idemthal, qui est mon pianiste, avec qui je travaille depuis 4 ans. Voilà, c'est aussi... Le violon, c'est aussi un instrument que l'on retrouve dans d'autres types de musique, comme par exemple le bluegrass ou le folk. Est-ce que les gens qui jouent ce genre de musique doivent avoir la même maîtrise que pour vous qui êtes musicienne classique ? J'ose pas me prononcer là-dessus, mais je pense quand même bien que oui. Bon... souvent les musiciens même de klezmer, de jazz, folk comme vous dites, etc., ont souvent une base classique et une base assez forte. Bon, ça dépend de tout musicien, les bons musiciens, les moins bons, ça c'est pareil pour le classique je pense, mais effectivement je pense qu'il faut avoir une sacrée maîtrise aussi pour tout ça. Oui. On parle un peu de votre label, en fait c'est le label Pavane. La plupart de vos CD d'ailleurs sont publiés sur ce label. Vous pouvez nous dire 2 mots de ce label ? C'est une chance finalement d'avoir encore certains labels en Belgique, et Pavane Records en fait partie. Pavane Records est lié au magasin La Boîte à Musique, qui est un magasin qui vend de tous les disques, de tous les labels, mais qui déjà, à l'époque encore du vinyle, à travers donc, la famille de Wouters, de Plinter, de Wouters, qui ont développé ce label et qui marche très bien, qui a une énorme discographie. Et donc c'est Bertrand de Wouters à l'heure actuelle qui s'occupe donc de cette maison de disques, qui est fournisseur de la Cour ici à Bruxelles, et qui distribue mondialement nos enregistrements. Et comme d'autres labels, ce qui compte, je dirais, en pôle position pour des musiciens, c'est bien sûr la distribution. Qu'elle soit physique ou numérique maintenant. À la base, elle devait être avant tout physique. Maintenant, les choses s'inversent un petit peu avec le numérique. Mais c'est vraiment de pouvoir, en un clic ou en une commande dans un magasin, pouvoir partout dans le monde se procurer le produit d'un artiste. Et si on n'a pas ça, alors évidemment, on arrive à quelque chose où on est très limité dans notre promotion et très limité aussi dans notre diffusion, je dirais, qui doit être la plus large possible pour toucher le plus grand nombre de personnes possible. C'est facile pour vous d'être diffusé parce qu'il n'y a pas beaucoup de radios qui diffusent du classique. On pourrait se poser la question pourquoi en télévision on ne voit pas plus d'émissions classiques. Il y avait les jeunes solistes il y a longtemps. Alors on se demande mais comment vous faites en fait quand on voit la discographie que vous avez faite, comment vous faites pour vous en sortir? Moi je coupe des arbres à la commune de Waterloo. Non. Comment on s'en sort? On travaille beaucoup déjà, on travaille pour les concerts. À temps plein tous. Voilà. Mais maintenant, pour revenir au début de votre question, c'est-à-dire la diffusion, on a bien sûr des radios, notamment bien sûr la vôtre, la radio catholique francophone. On a bien sûr Musique 3 qui diffuse. Maintenant, pourquoi est-ce que les télé... Clara, chez les non-anglophones, bien entendu. Donc on a tout de même, pour un petit pays, on a des moteurs qui fonctionnent, qui diffusent. Heureusement. Maintenant, pourquoi est-ce que la télévision n'en fait pas plus? On va nous répondre tout simplement que la musique classique ne rapporte pas assez. Et moi, je pense que pour que quelque chose rapporte, il faut déjà lui donner un intérêt et lui donner des plages de visibilité ou d'écoute. Voilà. En musique, maintenant, on nous a quelque part rangés dans des radios spécifiques. Bon, Musique 3, c'est la musique classique, mais on ne va plus jamais nous entendre, ou quasiment plus jamais, dans un autre secteur de radio. Moi, je trouve ça dommage. Voilà. On nous met un petit peu dans des cabanons, dans des cases, dans des camps. C'est un peu... Pour moi, c'est assez réducteur. Maintenant, je suis convaincu qu'une émission... comme on avait dans les années 80, dans Le Grand Échiquier, par exemple, en France, qui étaient encore des grandes émissions culturelles qui étaient diffusées à heure de grande écoute, à des horaires de prime, comme on dit aujourd'hui, pourraient tout à fait encore fonctionner aujourd'hui. Les gens ne sont pas cons, hein. Enfin, ils ne sont pas stupides. Si on leur montre quelque chose qui a de la qualité et qui est rondement bien mené, même si ce sont des petits sujets de 10 minutes, de 5 minutes, même parfois de 3 minutes,
et qu'on en fait quelque chose de récurrent, on peut tout à fait créer quelque chose de rentable, un bon business, mais il faut le faire intelligemment. Et il faut avoir envie de le faire. Je pense que simplement, les personnes qui sont sur certaines télévisions n'ont pas d'intérêt là-dedans parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour eux-mêmes. Moi je me souviens, j'avais eu la chance il y a quelques années de faire une série d'émissions télévisées, La Clé de Fa, les Cahiers de Notes, qui étaient des émissions purement musique classique sur la télévision TVcom du Brabant Wallon. Et je me souviens, on avait eu une très bonne audience sur ces émissions. Pourquoi elles n'ont pas continué? C'est qu'à un certain moment, des personnes qui prennent les rênes dans une chaîne n'ont pas d'atome crochu avec ce style. Et après, on met ça sur le dos que les gens ne sont pas intéressés par ça. C'est pas vrai du tout. Les gens peuvent être intéressés par tout ce qui a de la qualité. Et il faut juste donner la chance. Mais oublions parfois un peu juste cette excuse du business non rentable. Si cette interview vous a mis l'eau à la bouche, ou plutôt aux oreilles, et que vous souhaitez aller les voir au concert, www.carlovanesttrio.com